quelque chose de très différent. Tu nous expliques, alors tu vas maintenant le préciser, que quelle que soit l'évolution technique, que quel que soit l'aboutissement technologique, que quelle que soit l'approche de ce que tu disais tout à l'heure, Lucas, la singularité, il y a au fond de nous, au plus profond de l'être humain, au plus profond de peut-être l'inconscient, un pouvoir qui gît, qui attend, et dont nous avons perdu le mode d'accès ou le mode d'usage, et qui, dans ton roman, se réactive. Alors, effectivement, dans l'univers de Léviathan postule quelque chose d'assez simple et qu'on retrouve à travers des traditions mythiques depuis toujours et dans certaines aussi traditions ésotériques et initiatiques, qui est que ce que Lovecraft résumait en disant une des plus grandes chances de l'esprit humain, c'est d'être incapable de corréler les éléments qui composent l'univers. Parce que si jamais il était capable de corréler cette image-là, elle le dépasserait, elle le rendrait fou. Le jeu narratif de Léviathan est de reprendre ces éléments-là et de partir du principe qu'effectivement, en tant qu'espèce, en tant que peuple, échangeant une culture, échangeant constamment des représentations de la réalité, ce qui est finalement la définition d'une société, et de s'accorder sur des visions communes de la réalité. Au-delà de ça, au-delà de nos perceptions, qui sont par essence des mensonges, puisque ce sont des représentations de la réalité, il y a une autre forme de réalité qui est potentiellement accessible justement par d'autres biais, comme la méditation, tout un tas de choses. Et que c'est le jeu du roman. On a 3 personnages principaux qui, chacun se confronte à cette réalité autre, qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais qui simplement dépasse l'individu, en tout cas, qui l'ignore, et entre les mains de l'initié, puisque pour moi Léviathan s'inscrit directement dans la tradition du roman initiatique et du roman d'apprentissage, et là en l'occurrence il y a justement cette confrontation à cette réalité non consensuelle, et comment réagir à ces choses-là, comment éventuellement développer son potentiel. C'est ce que font les personnages. Il y a une initiée qui se rend compte que c'est encore plus vaste que ce qu'elle imaginait. On a quelqu'un de très... quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un d'individu assez lambda qui se rend compte qui se trouve confronté à ça, soumis à des épreuves, et qui doit explorer cette dimension-là au risque d'y laisser sa peau. Et on a un agent du FBI scientifique qui, lui, aborde ça par l'angle de la recherche d'avant-garde, et qui se rend compte que ça débouche sur des choses qu'il n'imagine pas. Donc oui, pour moi, le thème du voyage de l'esprit est central à Léviathan, et au-delà du voyage de l'esprit, c'est surtout un voyage initiatique. Puisque pour moi, je vois comme du thriller, donc du roman d'aventure, avec quand même une histoire qui... Moi, je me considère comme un enfant de la littérature populaire, donc j'ai envie d'une histoire qui avance, qui bouge avec des coups de théâtre. Voilà, mais aussi derrière cette dimension, cette inscription très claire dans la tradition du roman initiatique. Et en faisant aussi un jeu, le jeu du roman, c'est de considérer que tout mythe, toute tradition a un fond de vérité, et que tout cela justement fait partie de cet univers qui est en dehors de notre bulle de perception. Bien, merci. En plus, c'est exactement ça, en dehors de notre bulle de perception, c'est-à-dire que finalement, la science-fiction, enfin, l'imaginaire, parce que finalement, ce terme de science-fiction ici me paraît un trait un peu réducteur, du coup, à moins de considérer le mot science, alors c'est un vieux débat, hein, on ne va pas le faire ici, de façon très extensive, en intégrant sciences humaines, exploration scientifique, ou en tout cas méthode d'exploration de nature à être scientifique, c'est-à-dire avec des expériences répétées, de l'expérimentation vraiment organisée, enregistrée, etc. On est vraiment dans cette idée que la science-fiction vise à repousser les limites de notre perception, et pourtant il y a quand même quelque chose qui me surprend, et je vais être un peu provocateur. Vous explorez les mondes de l'esprit, tous les 4, par des éléments différents. Bon, Lucas, j'ai pris ce biais de l'autre mois, mais toutes tes nouvelles, évidemment, c'est un recueil de nouvelles, donc toutes ne sont pas sur cet aspect-là. Mais il me semble que quand même, dans Singulier Pluriel, il y a une dimension intimiste profondément ancrée. Et pourtant, aucun de vous ne parle de l'inconscient. Aucun de vous ne parle directement de l'inconscient ou ne fait de l'inconscient freudien au sens... voilà. Alors... C'est même pas vrai. Bon, de l'inconscient freudien classique, c'est-à-dire au sens où le fonctionnement de la première chose que quand on voyage en conscience, quand on fait un voyage astral,
La première chose, on est une pensée qui habite un corps. Le voyage astral, c'est cette pensée qui va voyager en dehors des limites du corps, ou en tout cas de la réalité. Le monde de perception, c'est exactement ça. On est tous scotchés sur TF1. Là, ce qu'on voit, c'est l'imaginaire TF1. Même si vous faites un scan, c'est très intéressant, sur 360 degrés, il n'y a rien autour de vous qui n'ait d'abord été conçu et pensé par l'homme, aujourd'hui où on en est arrivé dans la société. Là, si vous vous tournez, vous faites sur 360 degrés, vous verrez que le monde dans lequel vous vivez est entièrement créé par l'homme. On vit déjà dans un monde virtuel, dans un monde qui a été entièrement créé par l'homme. Et la première chose qu'on expérimente quand on voyage, c'est justement son inconscient. Et c'est l'inconscient le plus profond, c'est-à-dire que tous les néophytes qui font du voyage astral ou du voyage en conférence vont expérimenter deux dimensions qui sont celles du cerveau rectilien, la première base de données qui a été mise à notre disposition, qui va vibrer sur le niveau de la pulsion sexuelle et la pulsion de peur, c'est-à-dire de vie ou de mort. Donc la première chose qu'on expérimente, et tout le travail de l'astral, c'est pour ça que toutes les spiritualités, toutes les traditions disent, si tu veux découvrir les mondes spirituels, il faut que tu maîtrises tes émotions, il faut que tu maîtrises tes pensées, parce que tout ce qui va t'être proposé d'abord sera de la projection. C'est-à-dire que le voyageur astral, le voyageur en conscience, ou n'importe quelle personne qui se tourne vers une quête spirituelle, qui veut rentrer dans cette dimension, va être d'abord confronté à son propre inconscient, va devoir affronter ses démons. C'est le principe des gargouilles et de tout ce qu'on appelle les gardiens du seuil qui se trouvent à l'entrée de tous les édifices sacrés du monde entier. C'est-à-dire à Notre-Dame, vous avez des gargouilles qui sont là, ce sont les démons, c'est-à-dire la part négative, oublie ta part, c'est Saint-Michel, oublie ta part animale, il faut que tu vainques l'animal en toi si tu veux rentrer dans une autre dimension. Et donc voyager en conscience, c'est d'abord affronter son inconscient. D'accord. Alors, réaction de Lucas Pour rebondir là-dessus, moi j'abonde dans ton sens. Je pense que c'est quelque chose de propre à toutes les traditions religieuses spirituelles, la notion de méditation. Mais méditation au sens concentration sur soi et dépassement de ce que les perceptions... dépassement du fait que les perceptions nous leurrent, nous trompent. Et ça, je rebondis aussi sur ce que disait tout à l'heure Lionel, parce que c'est vrai que notre monde, si on s'attarde pas quelques secondes sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, notre monde est fait de ce qu'on perçoit. Et si on n'analyse pas ces perceptions-là, si on n'en fait pas quelque chose, si on ne va pas au-delà de ça, on est complètement la proie de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, de ce qu'on sent, évidemment de la société dans laquelle on évolue. En fait, on est complètement la proie de ça. Et donc moi, à titre personnel, et puis aussi dans ce que j'écris, je développe beaucoup et je m'intéresse beaucoup à la notion de vigilance. Vigilance intellectuelle, vigilance spirituelle, c'est-à-dire ne plus être la proie de ces choses-là et savoir ce qu'on fait. Et d'ailleurs, dans une tradition peut-être plus philosophique que religieuse très connue et qui date vraiment pas d'hier, vu que ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le bouddhisme, on se bat, on doit se battre contre ces démons et se battre contre l'illusion de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, c'est une sorte de conglomérat d'agrégat d'éléments qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, mais qui, donc cet agrégat d'éléments voile la véritable nature de ce qu'on est. On appelle ça la pleine conscience. Maintenant, c'est très à la mode, les exercices de méditation de pleine conscience, appliqués au cas de dépression ou ce genre de choses. C'est très utile, c'est très efficace, parce que ça aide à désagréger le voile, quoi. Tu veux dire qu'en fait, ouvrir les portes de l'esprit, vous êtes assez proche en fait, ouais. C'est fermer celle de la perception. C'est-à-dire rentrer à l'intérieur de soi en fermant les interfaces biologiques qu'on a avec le monde physique. Et je crois que dans un premier temps, c'est clair que si on veut devenir marin, on ne va pas monter sur un bateau en pleine tempête au milieu de l'océan. Donc on va commencer sur un lac, une petite rivière, etc. Là, c'est la même chose. Si on se lance par exemple dans la méditation, moi je ne connais pas du tout le voyage astral, mais enfin, de ce que j'ai entendu, ça pourrait aller dans le même sens. Si on se lance dans la méditation,
dans un premier temps, oui, il faut fermer les portes. C'est un peu comme dit Stephen King dans On Writing, dans un thème un peu différent. Il faut fermer la porte pour se concentrer sur ça, pour écrire. Oui, fermons la porte, mais dans un deuxième temps, le but, c'est de pouvoir être sur les deux plans en même temps. Parce qu'il y a aussi la richesse de ce qui vient de l'extérieur. Et juste avant de donner la parole à Lionel, on reviendra après sur Yvan aussi. Pour toi, l'écriture en tant que telle, est-ce que c'est l'une des portes des mondes de l'esprit? C'est-à-dire, est-ce que quand tu es... Parce que tu cites, je suis désolé, je rebondis sur ça, mais tu cites Stephen King, On Writing, que moi j'ai lu aussi et profondément aimé. Et quelque part c'est ça, écrire, c'est déjà être dans le monde de l'esprit. En fait, je pense, tu parlais tout à l'heure d'inconscient. Je me retrouvais pas tellement dans ce... On va pas dire analyse, c'était plutôt une piste que tu lançais pour développer le débat. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconscient dans mes textes, notamment dans Comme au premier jour. Je ne sais pas si tu te souviens, donc l'histoire de ces vies passées qui remontent de manière, comment dire, un petit peu explosive comme ça, mais qui sont déclenchées justement par quelque chose, par une prise de conscience, ou alors par la prise de médicaments. Là, en l'occurrence, c'est un médecin chinois qui prescrit des plantes au personnage principal qui vont l'aider justement à retrouver ces choses-là. Donc par rapport à l'inconscient, alors ce qui est intéressant dans Singulier Pluriel, c'est que moi j'ai écrit ces nouvelles de manière un petit peu disparate, au niveau thématique, au niveau chronologique, sur plusieurs années, et tout à coup je me suis dit je vais faire un recueil, mais c'était pas un projet artificiel, me dire ouais, je vais simplement les mettre ensemble pour que les gens y aient plus accès, parce qu'évidemment l'éditeur en l'occurrence est mieux distribué que les petites revues, etc. Mais c'est vraiment parce que j'ai été frappé par une certaine comment dire, homogénéité, un certain regroupement naturel de ces nouvelles, et tout à coup je me suis dit tiens, ces 6 dernières années, ce que j'ai écrit, ce sont vraiment alors des nouvelles à chute où l'idée est très importante, mais où il y a une exploration intérieure qui est au devant de la scène, et je pense que j'ai vu juste, parce qu'après coup, dans les critiques et puis dans les interviews qu'on m'a accordées, etc., on m'a sorti plein de choses qui relevaient de mon inconscient. Donc je me suis redécouvert et j'ai redécouvert mes textes après coup. D'accord, alors ça c'est très intéressant, j'y reviendrai après parce qu'il y a un rapport avec une notion que j'aime beaucoup chez Gérard Klein qui a été développée. Donc Lionel, je disais un peu de manière provocatrice effectivement, mais en même temps cette idée d'inconscient au sens culturel du terme, c'est-à-dire au sens l'inconscient tel que nous le concevons ici en Occident, voilà. Ben justement, je ne fais pas référence à l'inconscient freudien, mais à son élève devenu grand ennemi, l'inconscient jungien, en allant justement taper dans la page en exergue du premier volume de Léviathan, une citation de Jung que j'aime beaucoup, qui dit « Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin ». Dans toute dimension d'initiation, alors quand on l'apprend de façon très vague, vaste, c'est-à-dire dans l'optique de développement de soi, c'est-à-dire l'aller au-delà de l'endroit où on est, et d'essayer de s'améliorer, quelle que soit la connotation et ce qu'on met là-dedans, il y a forcément la notion, on parlait de bulle de perception, d'aller au-delà de ça, et donc tout ce qui est en dehors, tout ce qu'on ignore, est forcément, d'une manière ou d'une autre, est inconscient. C'est justement assez intéressant l'approche qu'on a en Occident, où finalement l'inconscient est souvent considéré comme quelque chose à être conquis. Et moi, comme un territoire. Voilà, comme effectivement un territoire qu'ensuite on peut conquérir et cartographier. Moi, je me situerais plus très en accord avec Jung. Je vais faire un truc éminemment casse-gueule. D'ailleurs, je vais faire se parler Jung et Tolkien dans un instant. C'est que nous sommes aux utopiales, donc tout est possible. L'inconscient a justement de valeur comme territoire mystérieux et comme territoire inconnu. Jung disait vers la fin de sa vie qu'une des grandes, c'est un truc que je raconte plusieurs fois, mais qui est un truc qui pour moi est assez fort et finalement assez éclairant, je trouve, de l'époque dans laquelle on vit, c'est que à l'ère moderne, l'homme se félicite et se félicite beaucoup de la raison comme grande conquête de l'ère moderne. Et effectivement, la raison permet d'envoyer les gens sur la Lune, permet tout un tas de réalisations technologiques qui sont fascinantes et qui permet d'avoir Internet dans sa poche, de mettre en relation des gens qui ne se mettraient pas forcément en relation de façon immédiate. Et ça, c'est ni bien ni mauvais, c'est un progrès technologique, et l'homme est une espèce d'outil, une espèce à outils qui crée forcément des outils pour apprivoiser son environnement. Mais en faisant ça,
s'interroge Jung, ne nous coupons-nous pas aussi de ce qu'il appelle les forêts de l'inconscient, qui sont par justement une jolie expression, par le territoire inconnu, par les territoires évocateurs, qui ne sont pas forcément rationalisés, qui ne sont pas forcément mis dans des cases. Est-ce qu'on ne se coupe pas d'une potentialité d'émerveillement et l'émerveillement, même si c'est pas quantifiable et si c'est pas objectif en tant que fait observable, c'est quelque chose qu'on ressent et qui a pour autant donc aussi une réalité. Et Tolkien dit dans sa correspondance, je ne sais plus qui lui envoie une lettre en lui disant, en parlant d'une forêt au loin qui est décrite au détour des longues randonnées des deux tours, en parlant et le correspondant de Tolkien lui dit c'est dommage, voilà, cette forêt observée de loin juste par les personnages en passant, c'est dommage, elle est évocatrice, on aimerait en savoir davantage. Et Tolkien répond probablement oui, mais elle est évocatrice justement parce qu'elle est loin et qu'on passe juste devant. Et il a cette expression très belle, il dit si jamais j'avais emmené les personnages jusqu'à ces arbres, cette forêt au loin qu'on domine et qu'on imagine, il dit ça n'aurait plus été que des arbres proches. Et l'inconscient, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, que c'est pas instructif de s'y confronter, mais il est instructif justement parce que Nietzsche dit celui qui regarde l'abysse le regarde à son tour. Et je pense que c'est cette contemplation qui nous renvoie et qui nous renvoie à nous-mêmes qui est finalement beaucoup plus évocatrice et riche d'enseignement que le fait de pénétrer dans l'inconscient et juste de le défricher. C'est ce qui nous apprend sur nous-mêmes qui est instructif. Mais très bien, merci pour cette analyse, qui plus est ambitieuse et très claire, parce qu'on finit par la thématique de la forêt, qui est quand même une thématique fondamentale dans les mythes, etc. Mais tu dis en fait que finalement le territoire n'est pas la bonne façon, et en même temps on reste quand même dans l'idée d'un espace, hein, quand même dans l'idée d'une zone à explorer, d'une zone frontière, d'un no man's land, d'une succession de zones, etc. C'est vrai qu'on a du mal à en sortir de cette métaphore territoriale, et moi ce qui me gêne un peu, c'est que je veux bien et croire et explorer les mondes de l'esprit, mais je continue à voir dans la plupart des cas, donc ici encore quand même, des métaphores du réel, c'est-à-dire qu'on explore l'esprit avec, tu dis toi-même Jérôme, des environnements humains, mais on va quand même projeter des environnements, des lieux, des directions, des contournements, etc. Est-ce que c'est pas quand même encore une barrière pour accéder véritablement à ce qui serait une vraie cartographie du... Alors, à mon humble avis, et c'est un des principes pour les raisons narratives. Oui. Alors après, effectivement, moi je considère que je suis là pour raconter une histoire, donc forcément, il est nécessaire d'avoir aspect à des détours qui soient parlants narrativement. Au-delà de ça, c'est quand même constitutif de l'histoire et de l'univers qui est dépeint. Il y a un principe enfin, il y a un certain nombre de préceptes dans Léviathan qui d'ailleurs sont à chaque fois battus en brèche en disant justement un des préceptes dit qu'il n'y a pas de précepte. Donc bon, il y a un peu d'ironie, et d'ailleurs les règles de fonctionnement de l'univers se moquent même des personnages, puisque donc un de ces préceptes, c'est, il dit, mais c'est bon, c'est une reprise des sagesses orientales, hein, certains trucs, c'est il n'y a d'autre chemin que le cheminement. Effectivement, l'inconscient peut être vu comme un territoire à défricher dans lequel rentrer pour essayer d'aller voir ce qu'il y a, mais c'est le processus qui est riche d'enseignement. C'est le fait de se confronter, pour moi, à l'inconnu, c'est le voyage, effectivement. C'est pour ça que cette confrontation à cet inconnu qui, dans le processus qui va être plus riche d'enseignement, que ce qu'on va y trouver en y étant. C'est qu'est-ce qu'on aura appris sur soi. Et c'est là que le voyage de l'esprit se place, à mon avis. D'accord. Oui, dans le cheminement. Et vous faites tous souvent référence quand même aux philosophies orientales. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent lorsqu'on a ce type de texte, comme si ce besoin, ce que tu l'as dit, de sortir d'Occident, trop rationalisé, trop froid, et du coup ce besoin d'aller peut-être revenir aux philosophies orientales. Bon, ça on pourra peut-être encore en discuter tout à l'heure. Moi j'ai encore des questions sur la notion de collectif et d'individuel, dont singulier pluriel justement m'a fait tilter. Yvan, ça fait un petit moment que je t'ai pas donné la parole, vous êtes 4 et c'est vrai que vous êtes un peu nombreux. Est-ce que pour toi aussi, dans 33e itération, est-ce que c'est le cheminement, que ce soit par la drogue, par la technologie, par le prisme ou par la prothèse cérébrale, est-ce que ce que tu veux démontrer, c'est que
C'est plutôt le chemin qui est intéressant ou l'aboutissement finalement? À ce sujet, en fait, techniquement, je n'ai pas grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que dans 33 itérations, l'idée du voyage astral n'est pas centrale du tout. Les gens, on se plonge dans leur esprit. Voilà, on ne parle pas forcément de voyage astral au sens de Jérôme. On parle bien sûr, mais les personnages de 33e itération sont dans une logique en fait de production. Ils sont dans une société qui leur dit si vous n'êtes pas productif, on va vous remplacer. Et puis quand on vous aura remplacé, ensuite on ne s'occupera plus de vous. Donc les gens n'ont pas le temps de se poser des questions. Et il y a une scène justement dans 33e itération où le personnage principal regarde une affiche qui a été placardée dans les années 30 en Allemagne, où on voit un visage de quelqu'un d'un blond fort et souriant sur la moitié de l'affiche, puis le visage d'un homme de type arabe, le regard biaiseux, et on le demande lequel est-ce que vous préférez. Il regarde cette affiche et il ne pense rien. Il n'y a rien qui est dit. Une fille qui passe devant et il mate les fesses de la fille. C'est que lui, l'inconscient, il n'a pas le temps de s'y intéresser. S'il s'y intéressait, il verrait des dysfonctionnements qui lui sont complètement invisibles. En fait, tout est fait justement pour qu'il ne les voit pas. Exactement. D'ailleurs, la machine qu'il a dans la tête, c'est jamais vraiment dit, mais on se dit, il a cette machine dans la tête, et effectivement, lui et les autres ne se posent pas de questions. C'est une dystopie, en fait, ton roman. C'est-à-dire que c'est une manière de priver l'humain de sa capacité à être libre de façon instinctive. Oui, exactement. On l'oblige à faire des choses, et on l'oblige... Le personnage principal, il y a eu beaucoup de romans où le personnage principal était un flic qui prenait de la drogue. Là, j'avais envie que tout ait du sens, et donc le flic ne prend pas de la drogue parce qu'il est déprimé ou parce que ça lui fait plaisir, c'est parce qu'on le pousse à la production, il a une vieille machine dans la tête, il faut qu'il la fasse accélérer, il faut qu'il accélère son esprit, donc il prend des prismes ou il prend de la cocaïne ou n'importe quoi, ce qu'il peut. Et donc lui, il est dans une logique qui ne s'intéresse pas à l'inconscient. Mais son inconscient se manifeste, le côté reptilien se manifeste chaque fois qu'il pense à la drogue.